Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa. Donc aujourd'hui, grosse journée, grosse semaine en perspective. On a beaucoup de chiffres macroéconomiques qui vont tomber, donc notamment aujourd'hui à 20 heures, les chiffres sur la décision de la Réserve fédérale américaine sur une potentielle baisse de taux. Alors ça joue énormément sur les marchés actions, ça joue énormément sur les marchés à risque en général, donc évidemment sur notre secteur des crypto-monnaies. L'idée de cette vidéo, ça va être de regarder tous les indicateurs macroéconomie où on en est. Donc c'est pour ça qu'on est sur le graphique ici du S&P 500. On va regarder ce qui se passe côté du Nasdaq. On a des choses intéressantes qui se passent au niveau de la liquidité. Le GBTC aussi, donc de Grayscale. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'inflation, des potentielles décisions de baisse de taux et ce que ça a pu donner historiquement, les baisses de taux, etc. sur les marchés, sur le marché des crypto-monnaies. Donc on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à regarder toute la vidéo. Alors on démarre tout de suite par le S&P 500, donc le S&P 500 qui est actuellement à 6370 points, donc clôture hier en baisse. Malgré, vous voyez, une dynamique haussière qui est très très forte, hein. Quand même, vous observez que le mouvement de correction très, très violent qui avait été entrepris par Donald Trump au moment de son Liberation Day, et ben vous voyez qu'il a totalement été réabsorbé, qu'on a fait un plus haut sur le S&P 500, un plus haut sur le Nasdaq également. Donc là, on est en train de transpercer les précédents ATH. Il y a une très très forte dynamique et on observe du coup que par le passé, on a des schémas qui ont tendance à se répéter et on va regarder ça tout de suite. Alors vous voyez, depuis globalement le début des années 2000, donc on a eu deux cracks, hein, avec le crack de la bulle Internet en 2000 et le crack des subprimes en 2007-2008. Avec, vous voyez depuis une parabole, hein, qui est en train de prendre place, hein, vous la voyez juste là. Donc l'idée, c'est forcément toujours de savoir si la parabole va continuer, donc ça c'est le premier scénario, ou alors on va casser cette parabole, et dans ce cas-là, on va avoir une correction qui sera plus violente, hein. Comme là, vous voyez, on avait lancé une parabole, donc on a eu plein de corrections à l'intérieur de cette parabole, puis on est venu la casser pour repartir à la baisse et vraiment recorriger les excès qui avaient pu avoir lieu. Ici, on est également sur une parabole. Alors l'idée, c'est de savoir est-ce que la parabole va aller jusqu'ici ou pas. On devrait avoir une correction à un moment ou à un autre, mais dans le contexte actuel, hein, vous savez que depuis le crack de 2008, etc., la Banque centrale et les banques centrales et la Réserve fédérale américaine en particulier ont beaucoup plus de pouvoir, ont beaucoup plus de leviers pour sauver l'économie. Et ils s'en servent, puisque ils ont très très peur de reproduire ce qui avait pu être fait à l'époque en 1929, 1930, ce qu'on appelle la Grande Dépression, avec pendant des années vraiment des périodes de disette qui avaient été très 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 longues. Donc vous voyez ici, voilà, sur ce crack-là, en 1900, voilà, le crack de 1929, on avait eu une période qui avait duré plus de 3 ans de récession, de difficultés économiques, de pauvreté extrême pour les Américains. Donc vous voyez que depuis, on est dans un cycle haussier sur les marchés actions. Et bien entendu, c'est ça qu'on joue. Alors, depuis justement ce gros crack, puisque évidemment les cracks par essence sont des choses qu'on ne peut pas prévoir, sinon on peut au moins regarder les objectifs de prix qu'on peut avoir en termes de continuation haussière. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis ce gros crack de 2008, on a eu des extensions à chaque fois qu'on avait une petite correction de 10 à 15% ou plus, entre 10 et 30%, on va dire. Donc là, vous avez exactement ce genre de correction, vous voyez 21%, etc. Et ben vous voyez qu'à chaque fois, si on prend les extensions de Fibo, on est venu au-delà du chiffre de 1,618. D'accord. L'extension de 1,618, donc le nombre d'or de Fibonacci, vous voyez qu'on est à chaque fois venu au-dessus de ce chiffre. Idem ici, vous voyez, donc là, on a eu une correction, hop. Avant d'avoir la prochaine correction, on dépasse ce chiffre de 1,618. Donc là, la dynamique était très forte. Donc non seulement on dépassait les 1,618, mais on dépassait également les 2,618. D'accord, qui est également un chiffre qui se retrouve assez souvent dans les marchés financiers. Vous voyez que ici, on a également eu une correction de 19%. On regarde ça, hop, 19%. Vous voyez qu'on est venu récupérer le 1,618 avant de se retourner. À l'époque, donc c'était le crack Covid en février 2020.
vous voyez que ici également, si je vous trace avec la correction du crack Covid, on est venu au-dessus du 1,618 avant de se retourner ici en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine et des retours un peu inflationnistes. Vous avez eu également ici une grosse correction avec un dépassement des 1,618 avant d'avoir la correction suivante. Et ici, vous voyez qu'on a eu une correction depuis le précédent ATH et le Liberation Day de 21%. Et vous voyez que si on regarde juste là, l'extension de Fibonacci serait donc au-dessus des 6968 points. Donc, on pourrait avoir un objectif de prix à minima des 7000 points avant d'avoir un premier vrai retournement, une première vraie correction. En tout cas, si la temporalité des 20 dernières années tend à se répéter. Donc ici, on serait en fait que sur une petite respiration de marché, une petite consolidation et une tendance haussière qui pourrait largement recontinuer. Donc évidemment, donc, moi je titrais dans mes précédentes vidéos à l'époque en avril 2025, hein, vous pouvez regarder l'historique de la chaîne. Ici, je vous expliquais que Trump était un milliardaire comme un autre et qu'il n'avait pas du tout envie de voir son portefeuille fondre comme neige au soleil. Donc lui, il avait bien entendu un plan en tête et son plan, c'était pas de devenir pauvre. Donc ici, c'était à peu près évident que ici, c'était juste une déviation temporaire. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on avait des annonces, mais aucun fait. Donc on a eu quelques tensions avec la Chine, mais globalement avec le reste, il n'y a rien qui a été mis en place, simplement voilà, des effets d'annonce. Et vous voyez que ici, cette grosse correction a complètement été ravalée, parce qu'en fait, c'était une correction d'annonce, et donc il y avait aucun élément macroéconomique qui permettait de se dire que le monde de demain serait pire que le monde d'aujourd'hui. Et vous voyez que dès que Donald Trump a mis un peu d'eau dans son vin et qu'il a calmé le jeu, vous voyez que le marché s'est repris fortement. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir la suite d'un mandat de Donald Trump qui pourrait être assez favorable au marché à risque, puisque déjà, on a des investisseurs qui sont de plus en plus confiants, et on a également un deuxième élément qui est une inflation qui est maîtrisée. Ici, on est à 2,04%, donc on a une stagnation de l'inflation aux alentours des 2%. Je vous rappelle que c'est une bonne nouvelle, hein. On est habitué à être heureux quand la courbe baisse, mais je vous rappelle que le mandat de l'inflation, le mandat de la Réserve fédérale américaine, c'est de maintenir une inflation à 2%. C'est-à-dire qu'une inflation à 1%, pour la Fed, c'est une mauvaise nouvelle. D'accord? Parce que forcément, on est trop proche du risque de désinflation, qui est pire qu'un risque inflationniste pour eux. Donc, maintenir une inflation aux alentours des 2%, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que l'objectif est atteint. Et ça, c'est un objectif qu'il faut atteindre en parallèle d'un objectif d'emploi aux États-Unis. Et donc, l'emploi aux États-Unis actuellement se porte bien. On n'a pas de crise au niveau de l'emploi, on n'a pas de hausse du chômage ni quoi que ce soit. Donc, l'objectif de la Réserve fédérale américaine est atteint. Donc c'est évidemment aussi ce qui pose un peu problème parce que on aimerait voir des baisses de taux, hein. Vous voyez que ici le calendrier des baisses de taux anticipées par les acteurs de marché. Donc ça, c'est des statistiques que donnent un petit peu tous les acteurs de marché, les gérants de fonds, etc. Vous avez ici donc l'algorithme de CME FedWatch qui nous indique les probabilités de baisse de taux en fonction des différentes réunions de la Fed, hein, en fonction des FOMC. Vous voyez qu'ici, on a une probabilité à 97,9% qu'aujourd'hui, on n'ait pas de baisse de taux, hein. Actuellement, on est entre 4,25 et 4,5% sur les taux directeurs américains. Et donc, vous voyez que on a 98% de chances globalement de rester sur les mêmes taux. On a seulement 2% de chances d'avoir une baisse de taux de 25 points de base, et on a 0% de chance de 50 points de base, 75 points de base, etc. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on lit ce tableau-là. Voir un tableau avec, ici, vous voyez, une courbe linéaire de baisse de taux sur les différentes réunions, quelque chose de très positif. Là, ici, les cases qui sont en bleu, c'est là où on devrait être. La probabilité la plus forte de se situer sur ces taux-là au moment de cette réunion. D'accord ? Donc ici, globalement, début janvier 2026, la probabilité la plus forte, elle est de se situer entre 3,75 et 4%. D'accord ? Donc ici, c'est plutôt très positif de voir une courbe comme ça, avec des baisses de taux successives attendues. C'est quelque chose que le marché apprécie largement. Et ici, on le regarde justement sur TradingView. Vous voyez que globalement, le marché apprécie quand on est sur des phases ici, soit de stagnation,
soit de baisse de taux, d'accord? Les phases ici où on prévoit les hausses de taux et les hausses de taux, c'est des choses qui sont très mal supportées par le marché. Et donc vous voyez, si je vous affiche ici le graphique du Bitcoin, voilà, nouvelle échelle de prix, si je vous affiche ça, vous allez voir tout simplement que c'est des moments qui sont assez négatifs pour les marchés à risque, et en particulier pour le Bitcoin. Il bénéficie très largement d'un afflux important de liquidités, et c'est justement dans les périodes où la liquidité se réduit, où on a une hausse de taux, que les marchés à risque prennent vraiment des dégâts, parce que vous voyez que la liquidité se retire, et forcément quand la liquidité se retire, elle se retire d'abord des marchés à risque. Donc vous voyez que ici, pendant la hausse de taux très importante, on a eu ici une phase de bear market. Ici on a posé le bottom justement quand on a posé le top au niveau des taux, et vous avez ici également eu une jolie hausse au moment du plateau qu'on avait eu juste là. Alors je vais essayer de zoomer, vous voyez, je vais vous mettre ça en logarithmique. Donc vous voyez ici, on a eu sur la baisse de taux vraiment, voilà, ici ce bear market. Ici on a posé le bottom au moment où on a posé le top des hausses de taux. Et vous voyez que lorsque les taux stagnent, ici ça ne nous a pas empêché de faire une belle montée. Et vous voyez que c'est très très similaire avec ce qu'on a pu avoir sur ce cycle, puisque là sur le précédent cycle, c'est exactement ça. Le Bitcoin a été calqué avec les phases de liquidité. Ici on a eu une première baisse, mais en fait ici on a eu un point d'inflexion où on a dit non, en fait on va arrêter de baisser les taux parce que finalement l'économie se porte bien, il n'y a pas besoin d'accélérer, etc. Donc là on a eu une petite correction, une petite stagnation. Puis ici, on a eu le crack Covid qui a entraîné une baisse des taux très très violente de la part de la Réserve fédérale américaine et de l'ensemble des banques centrales du monde. Et ensuite, forcément, un environnement de taux négatif ou à zéro, et ça a fait propulser le Bitcoin très très fortement à la hausse. D'accord? Et puis c'est justement quand on a eu ici des débuts de rumeurs de on va augmenter les taux, que ici on a eu notre top qui a été posé avec justement ici une grosse correction, prise de profit, et une hausse des taux accompagnée d'un bear market avec ici idem. Vous avez vu ici donc un bottom au niveau du Bitcoin qui a été posé au moment où ici en janvier 2023 on a eu des annonces comme quoi on avait pratiquement atteint le top au niveau des taux. Puis on a eu ici au moment du plateau avec justement les taux qui étaient stables, on a eu ici, vous voyez, une grosse phase où le Bitcoin a largement progressé. Ici, on a baissé, mais on a eu des rumeurs juste là comme quoi, finalement, on va pas baisser plus que ça parce que l'économie se porte bien, etc. Avec l'arrivée de Donald Trump. Et vous voyez que ici, on a eu une stagnation avec idem ici, une stagnation des taux. Et donc potentiellement, voilà, si ici on a une baisse de taux, on pourrait voir le prix vraiment s'envoler avec une possibilité d'atteindre les 150, 200 000 dollars pour le Bitcoin par exemple. Donc évidemment tout ça c'est des suppositions, hein, personne n'a de boule de cristal, mais évidemment c'est des choses à regarder. On a également une chose intéressante à regarder, c'est sur les taux directeurs, d'accord? Donc les obligations à 10 ans, vous voyez ici un comportement qui est très intéressant, donc je vais me remettre en daily. Donc ici, on a eu quelque chose qui s'était passé, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais juste ici, ça paraît assez anecdotique maintenant, mais juste ici, ce mouvement-là, c'est ça qui a fait plier Donald Trump, c'est une augmentation très forte entre le 4 et le 11 avril des obligations à 10 ans. Donc là, on n'a pas l'impression, sauf que ici, entre le point bas et le point haut, on se retrouve avec une hausse de 18%. D'accord? Donc 18% de hausse en seulement une semaine, c'est très très important. Et en fait, ça, c'était une réaction violente aux négociations qui avaient été entreprises entre Donald Trump et la Chine. Donc ici, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas négliger. Et à l'inverse, maintenant, vous voyez que c'est quelque chose qui s'est totalement stabilisé. Les obligations à 10 ans américaines se situent aux alentours de 4,36%, mais surtout, il y a très très peu de volatilité. D'accord? Vous voyez que ici, la volatilité est complètement comprimée, hein. On est dans un gros triangle de compression depuis maintenant un bon moment. Vous voyez juste là et juste là, ici. Hop.
Donc vous voyez qu'on évolue dans ce triangle-là, il ne se passe pas grand-chose, et ça c'est très très bien, parce que c'est ce qu'on veut sur les obligations, on veut qu'il ne se passe rien, qu'on ait des taux qui soient stables, etc. Donc ce genre de remontée excessive, ça avait fait peur à Donald Trump, parce que tout simplement le refinancement de la dette aurait été très compliqué, le refinancement des dettes privées, des entreprises, etc. également. Donc ici c'était très important de se retrouver dans un environnement stable sur les obligations. Donc ça c'est très très positif. Et enfin on va terminer la vidéo en vous parlant de la liquidité. Donc ici on est sur le Bitcoin, on est actuellement à 118 400 $, on évolue toujours dans notre range, hein. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Vous voyez que ici on a une chose intéressante qui est la liquidité. Donc on n'en parle plus trop hein, en ce moment, parce que bah, évidemment le graphique nous donne pas forcément raison. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de ce graphique de la liquidité il y a quelques temps. Maintenant, bon, il est plus trop à la mode. Donc voilà, cet indicateur, il me permet de décaler la courbe de liquidité mondiale d'un certain nombre de jours. Et donc vous voyez que ici, quand je décale de 80 jours, ici, je me retrouve avec une courbe jaune qui est la liquidité mondiale, qui est quasiment calquée avec la courbe de Bitcoin. Vous voyez? Ici, on a eu une grosse phase de pump, une stagnation, une phase de pump, une phase de correction et une phase de pump de la liquidité qui nous indiquerait que potentiellement on pourrait trouver un top d'ici le 20 septembre sur la liquidité. Donc que en tout cas on a toujours de plus en plus de liquidités qui se déversent sur les marchés à risque, etc. Et donc ça c'est positif, ça veut dire que les banques centrales impriment et on sait que plus elles impriment, plus on a ce qu'on appelle le TINA, There is no alternative, de les investir. Hein, on ne garde pas du cash parce que le cash se dévalue, etc. Donc on a comme ça des hausses de Bitcoin, on a des hausses du gold. Hein, vous voyez que le gold, lui aussi, il est dans une phase très très ascendante. Hein, vous voyez que la phase de liquidité, vous voyez ici, on a une grosse augmentation, on est dans un triangle rectangle ascendant, avec donc un objectif de cours juste ici, hop, voilà, aux alentours des 3650, 3700 $. Donc vous voyez que ici on est en tout cas à l'aube de mouvements assez importants, que ce soit sur le gold, que ce soit sur les marchés actions, on en a parlé. On voit un dollar qui lui également stagne assez bas. Hein. Vous voyez que le dollar s'est fait un petit peu écrabouiller par la politique de Trump. C'était aussi un parti pris. Et on a également un pétrole qui lui reste bas. Donc ça c'est assez positif que on ait des signaux comme quoi le pétrole stagne et stagne bas, parce que ça veut dire que donc on a une inflation qui va être maîtrisée. Je vous rappelle que l'inflation elle prend largement en compte le coût de l'énergie. Et donc quand on a un pétrole et un gaz, comme vous voyez juste là, qui sont très bas, et ça nous indique que potentiellement, on a, pour les entreprises, plus de marge de manœuvre pour faire des profits. Et vous savez que les profits des entreprises, c'est ça qui fait monter les marchés actions. Donc voilà, en tout cas, on a un bon contexte macroéconomique, on attend des chiffres intéressants, que ce soit ici sur la décision du FOMC, donc je vous rappelle aujourd'hui à 20h, et également ici, jeudi 31 à 14h30, vous avez ici le PCE Core, donc les indices des prix à la consommation, ça aussi c'est quelque chose de très important, c'est les chiffres de l'inflation, donc que regarde la Réserve fédérale américaine. Donc la Réserve fédérale américaine, il ne regarde pas Trueflation, il regarde ici les PCE Core. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que c'est ça qui va motiver, oui ou non, la possible baisse des taux qui aura lieu le 17 septembre 2025, où on a à peu près 2/3 de chances d'avoir une première baisse des taux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez envie de nous rejoindre, de rejoindre nos accompagnements personnalisés, vous avez tous les liens en description. N'hésitez surtout pas. On est disponible donc via les liens en description. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter par Telegram. On pourra échanger. Vous pourrez nous poser vos questions, etc. Si vous avez la moindre petite question, besoin d'informations, etc. N'hésitez surtout pas. Et on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.